Bonjour Jean-Claude Noir, Bonjour. donc ancien président de SOS Forêt Dordogne, aussi connu comme résistant forestier, C'est ça. producteur de livres, et puis grand défenseur de la forêt, sculpteur, Sculpteur, artiste. peintre plasticien. Et donc tu as réalisé une lettre ouverte à la préfète concernant une demande que tu avais déjà enregistrée sur un précédent enregistrement RLP. C'est une demande de limite minimale avant de prévenir la préfecture en général pour une coupe rase. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'arrêté national par rapport aux coupes rases, enfin la notion de coupe, mais chaque département a la latitude de refixer des seuils complètement différenciés. Et en Dordogne, le seuil en dessous duquel on n'est pas sujet aux demandes d'autorisation, c'est 4 hectares. Donc on se rend compte aujourd'hui que ce seuil n'est plus valable en l'état actuel de la situation et qu'il faudrait l'abaisser au minimum à 1 hectare pour les feuillus, à 2 hectares pour les résineux, pour faire en sorte qu'une majorité de peuplement actuel puisse rentrer dans le cadre de la loi et être à minima surveillé et contrôlé, parce qu'on verra ultérieurement, c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Donc vous retrouverez la lettre ouverte entièrement publiée sur l'article qui est lié à cet enregistrement. Vous pourrez y découvrir donc tout ton parcours qui a été retracé dedans. Comme ça, ça fait un peu argument d'autorité, mais on peut dire quand même que tu as de l'expérience, et donc c'est avec cette expérience que tu as pu dire que c'est nécessaire de faire cette modification de seuil. Disons que précédemment, j'avais fait sous couvert effectivement de mon rôle à SOS Forêt Dordogne. Aujourd'hui, comme j'en suis parti, je le fais à titre d'ancien forestier de l'administration, avec toute la connaissance qui est la mienne. Et c'est vrai que j'ai essayé d'apporter des éléments techniques de façon à valider le propos et pas uniquement dire il faut pas ceci, il faut pas cela. Et j'essaie d'argumenter en expliquant la politique forestière depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui pour expliquer un petit peu que c'est une logique irréfutable qui a été mise en place par les services de l'État et que tout ce seuil, etc., fait en sorte qu'il y a un certain nombre de peuplements qui sont censés être soustraits de la réglementation, ce qui n'est pas du tout bon pour la forêt périgourdine. Alors ce n'est pas bon pour la forêt, mais si on diminue le seuil, donc ça va faire plus de demandes, plus de travail pour la préfecture. Elle va nous dire qu'elle n'a pas les ressources, non ? Alors, moi je veux bien qu'on me dise qu'on n'a pas les ressources. Le problème c'est que j'ai bossé pendant 40 ans en administration, donc je connais un peu les tenants et les aboutissants. Et justement, il n'y a pas très très longtemps, la préfecture a sorti ce qu'on appelle le DIR de l'État en matière forestière dans le département. Et force est de constater qu'on peut lire dans le DIR de l'État que ce sont à peu près 8% des dossiers qui sont contrôlés au niveau départemental. C'est-à-dire que la direction départementale instruit en moyenne 200 à 250 dossiers, toute nature confondue, c'est-à-dire toute réglementation confondue, ce qui représenterait en gros 200 à 250 dossiers. Or, la filière bois, qui pourtant, c'est un petit peu comme dans les manifestations, il y a les chiffres manifestants et les chiffres gendarmerie. Donc, je pense que la filière bois n'exagère pas trop ce qu'elle fait. Et elle fait quand même état de plus de 3000 dossiers ouverts par an. Donc, 250 dossiers contrôlés sur 3000 ouverts. Ouais, c'est moins de 10%. Ça fait moins de 10%. Donc, le fait de refaire venir sous le giron de la réglementation les seuils qui sont en dessous de 4 hectares, c'est-à-dire 1 hectare pour les feuillus par exemple et 2 hectares pour les résineux, ferait venir en gros dans le giron de la réglementation quelques 70 000 hectares de bois supplémentaires et l'équivalent de 80% des propriétaires forestiers. Donc ça nous permettrait quand même d'avoir une meilleure lisibilité ou visibilité par rapport à la réglementation en cours et les coupes en cours. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un accord avec qui que ce soit, la préfecture peut le décider. Il faut qu'elle demande à qui après pour... Disons qu'il y a un cadre national. Et après, la préfecture a le loisir, effectivement, dans ce cadre national, de réévaluer les pourcentages. Donc aujourd'hui, il y a encore 15-20 ans, on était au seuil de 10 hectares pour les autorisations de coupe. Ça a été descendu il y a à peu près une douzaine d'années, 13 ans. Ça a été redescendu à 4 hectares. Et aujourd'hui, notre demande est que ça diminue à 2 hectares et à 1 hectare, comme je l'ai dit précédemment, en sachant que la plupart des départements voisins, ont déjà adopté cette différence de seuil, ne serait-ce que pour les feuillus, pour les réduire et les rendre... qu'on puisse au moins avoir une vue sur ces peuplements-là. Le seuil, c'est valable que pour les feuillus, pas pour les résineux ? Le seuil qui a été abaissé ? Alors, je vais pas parler de département parce que je n'ai pas la liste exacte des départements et des seuils, mais je sais qu'il y a eu une modification qui a été faite en Charente-Maritime, la Corrèze ou la Creuse est en train de le faire. Enfin, la plupart des départements limitrophes à la Dordogne ont déjà rabaissé ces seuils pour les rendre compatibles avec la gestion actuelle. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit compatible avec l'économie actuelle, il faut que ça soit compatible avec la forêt et la gestion actuelle. Dans le Lot, c'était aussi les espaces naturels sensibles qui ont été déclarés, qui sont en plus grande quantité il y a beaucoup qu'en Dordogne. Voilà, c'est ça.
C'est un prorata de 1 à 10, je crois, pour la Dordogne, alors qu'il y a une surface forestière moindre. Oui, la Dordogne, en termes de surface, c'est le 3e département métropolitain. On ne compte pas la Guyane. C'est ça. Donc on a les Landes, la Gironde d'abord, les Landes et la Dordogne. Et la Dordogne en 3e position. Exactement. Donc avec beaucoup de forêts, donc le chiffre, si on va voir le type de peuplement forestier, on le trouve ça sur la cartothèque de la préfecture de Dordogne. On est à 48,7% de surface en Dordogne, de forêt donc. Enfin, ou entre guillemets forêt, hein, parce que là, il y a aussi débat sur la question de qu'est-ce qu'une forêt. Il ne faut pas confondre la forêt et le couvert végétal, c'est pas tout à fait la même chose. Pour la préfète, elle peut se voir vers le préfet de Charente qui a fait cette décision aussi, le préfet de Corrèze. Je pense qu'elle est assez grande pour le faire toute seule. Après, je pense que ça va beaucoup dépendre un petit peu de ces services de l'État, qui sont en charge de la forêt en Dordogne, mais aussi en grande partie, je pense, du lobby de la filière bois. Hein. Parce que je pense que, indépendamment de ses propres pensées sur lesquelles je ne me prononcerai pas, il y a quand même des lobbies derrière sur lesquels il faut tenir compte. C'est la 3e économie locale du département et je pense que ça pèse lourd. Les 2 premières sont, si c'est la 3e? C'est l'agriculture et le tourisme, je pense, sans me tromper. Les lobbies de la filière bois, comme on les appelle, dans l'ouest de la France, c'est plutôt Alliance Forêt-Bois, et dans l'est, il y en a quelques-uns, d'autres. C'est la première au niveau national et c'est la principale sur toute la partie ouest de la France. Ouais. Et qui a émané justement au moment de la tempête de 99 par rapport à tous les financements qu'il y a eu de reconstitution, d'amélioration et tout. Et c'est là que les gros budgets sont arrivés et que les petites coopératives, parce qu'au départ en Dordogne, c'était la coopérative agricole et forestière, c'est la CAFSA qui est basée à Ville-en-Blard. Il y a plein de petites coopératives comme ça dans nos régions qui ont été avalées, qui ont été regroupées sous le logo Alliance Forêt-Bois, qui aujourd'hui effectivement est une grosse entreprise politique et économique. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, oui, j'ai vu que dernièrement, la dernière grande messe Forexpo qui s'est tenue dans les Landes, M. Rousset a gentiment remis l'Ordre national du mérite au président d'Alliance Forêt-Bois pour service rendu à la forêt. C'est quand même assez Alain Rousset, qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour service rendu à la forêt. Donc Alliance Forêt-Bois est sur la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi sur l'Occitanie. Ah oui, bien sûr. Sur l'ouest. Mais aussi beaucoup Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Donc vraiment tout l'ouest de la France. Tout l'ouest, oui. Ce qui fait une coopérative forestière. Grosse coopérative forestière. Le problème, c'est qu'à la limite, qui couvre même tout le département, toute la région ou tout le territoire, c'est pas un problème. Mais le gros reproche qu'on peut leur faire, c'est que c'est une coopérative qui émane en fait du massif landais. Et ils sont en train de vouloir exporter la technique forestière landaise à tous les territoires sur lesquels ils travaillent. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils veulent introduire le pain maritime partout, les résineux partout, avec la technique de mise en place des Landes, qui n'est pas du tout adaptée au département de la Dordogne et à bien d'autres départements d'ailleurs. Mais qui est productif. Donc ça, la question sous et économie. Bien sûr. Il faut de quoi chauffer tout le monde en bois énergie. Et puis, s'il n'y a pas de pétrole, s'il n'y a pas de gaz russe, comment on fait ? Il n'y a pas de question de sobriété ou de meilleure consommation. Là. On est d'accord, production. Sauf que la biomasse, contrairement à ce qu'on entend dire de la part de nos élus et des grosses coopératives comme ça, c'est qu'elle n'est pas tellement renouvelable. Parce que s'il n'y a pas de capital, il n'y a pas de revenus à en tirer. Hein. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Donc, à un moment donné, on se pose la question de savoir si les forêts vont être en capacité de pouvoir alimenter tout ce qu'on leur demande. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans des secteurs comme Guéret, ils sont en train de vouloir faire l'usine Biocil veut faire une superbe usine pour faire du pelé, etc. Donc ils vont impacter énormément les forêts du nord du département, Haute-Vienne, Corrèze, etc. Il y a des projets un petit peu sur lac et dans les Pyrénées-Atlantiques aussi pour faire du kérosène vert à base de bois pour faire voler les avions. À un moment donné, il va falloir se poser la question s'il y aura assez de bois pour tout ce qu'on a envie de leur faire, quoi. Et donc cette envie d'énergie est démesurée et n'arrête pas d'augmenter. On exploite la forêt aujourd'hui comme une industrie minière, rien de plus. Hein. Et jusqu'à quand ça va durer, comment ça va durer, dans quelles conditions. Et ça va manifestement à l'encontre de tout ce que disent les scientifiques réunis de tous bords. C'est-à-dire que ce qu'il faut aujourd'hui pour limiter le réchauffement ou le changement climatique, suivant la sémantique des uns ou des autres, il va bien falloir se poser la question un jour de savoir comment faire. Et une des façons de limiter ce réchauffement ou ce changement climatique, c'est de maintenir les forêts en place, et notamment les vieilles forêts ou les forêts anciennes. Et jusqu'à présent, c'est sur ces peuplements-là qu'on est en train de taper
pour rajeunir les forêts. Et aujourd'hui, on a majoritairement en France des jeunes forêts. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Dordogne, il y a quand même un côté très spécifique, indépendamment du fait qu'elle est la 3e forêt française, c'est qu'elle fait encore partie de ces 18% de forêts qui comptent au moins entre 3 et 4 essences en mélange. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 52% du territoire national est en monoculture. Donc on a encore la chance en Dordogne de faire partie de ces rares départements où on a une diversité, une biodiversité que tout le monde est capable de voir en se déplaçant. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'aller foutre tout ça en l'air pour mettre du pain maritime, pour faire brûler des avions, pour faire des pelés, pour faire du chauffage? C'est une question à se poser. La question des mérites d'être posée, et si vraiment ça crée un débat dans la société, alors ce débat, il faut le tenir. Le tenir, par exemple, si vous appelez quelqu'un à débattre sur Radio Léman Périgord, ça serait qui ? Ah ben moi je veux bien débattre avec n'importe qui, avec les gens du conseil départemental s'ils veulent, avec le responsable au département de tout ce qui est énergie renouvelable ou énergie durable, n'importe quelle association, Alliance Forêt-Bois s'ils veulent se déplacer, moi ça me pose aucun problème. Ce qu'il faut voir, c'est que anciennement en tant qu'association quand j'étais à SOS Dordogne, ou maintenant en tant que particulier, enfin en tant qu'ancien forestier résistant à toutes mes activités que je peux avoir, moi, j'ai une vision qui est complètement déconnectée de l'aspect économique et je suis complètement déconnecté de mon propre intérêt. Et les gens que je vois en face de moi ont tous un intérêt privé derrière, faut pas se leurrer. Donc, à un moment donné, on n'est pas sur le même discours, mais à un moment donné, il va falloir se positionner et savoir qui fait quoi et comment et dans quelles conditions on va le faire et pour combien de temps encore. Et à l'issue de cet échange de points de vue, pourquoi pas utiliser la démocratie, parce qu'on utilise ce terme beaucoup, démocratie, sans vraiment l'appliquer. Pour l'instant, c'est plutôt une représentation parlementaire, représentation, quoi. Bien sûr. Il y a des outils démocratiques, des solutions démocratiques. Par exemple, le référendum qui avait été fait pour les aéroports de Paris, par exemple, même si ça n'a pas été très médiatisé, malheureusement, et les aéroports de Paris ont été vendus, comme d'autres services publics qui ont été vendus par le passé. Mais ces solutions existent. Oui, mais les solutions, il y en a. Je veux dire, le fameux rabaissement des seuils dont on parlait initialement, pour lequel je suis principalement là aujourd'hui, il a fait aussi l'objet je l'avais initié, SOS Dordogne le porte encore aujourd'hui, a recueilli plus de 30 000 signatures qui auraient été remises à la préfecture. Apparemment, ça fait bouger personne. Donc, à un moment donné, ça veut dire que, oui, la démocratie, il faut savoir comment elle s'applique. Et la forêt, c'est quand même un bien commun. Alors ça appartient à 99% des privés, c'est sûr, mais c'est quand même un bien commun. Alors est-ce qu'il n'y a pas une façon de gérer un bien commun autrement que par le laisser faire avec tout le monde et se rendre compte qu'aujourd'hui, seulement 8% des dossiers qui ont trait à la forêt par rapport aux travaux qui sont réalisés, que ce soit défrichement, que ce soit reboisement, boisement ou tout ce qu'on veut, il y a moins de 8% des dossiers qui sont sous contrôle. Donc ça interpelle quand même sacrément, quoi. Et donc c'est un bien commun, pourquoi ? Pas forcément pour la biodiversité, mais aussi pour son apport dans les cycles de l'eau. Et il y a ce qu'on appelle une guerre de l'eau. C'est un peu une guerre de syndicats agricoles surtout aussi. Mais il y a des points de vue différents dans les syndicats agricoles. Certains qui veulent récupérer beaucoup d'eau pour alimenter des cultures qui sont très gourmandes en eau. Et puis d'autres qui disent attention, les petits producteurs ont le droit de vivre aussi, de survivre même. C'est exactement le discours que moi je tiens sur le plan forestier, c'est-à-dire que moi je défends plus le petit propriétaire forestier, la petite propriété forestière qui est majoritaire en Dordogne, faut pas l'oublier, puisque quand on regarde le cadastre, la propriété moyenne en Dordogne forestière c'est de 4 hectares, et la surface moyenne d'une parcelle forestière en Dordogne c'est moins de demi-hectare. Et en Dordogne, on a 90 000 propriétaires forestiers, donc quasiment 70% sont dans cette fourchette-là. Donc à un moment donné, il faut quand même faire très attention, et c'est la même chose. C'est-à-dire que ces petits propriétaires vont arriver à vivre en faisant du bois d'œuvre avec peu de bois, avoir un rendement correct, alors que les autres, ce qu'ils cherchent, c'est faire beaucoup de rendement avec des produits subalternes, on va dire, des produits autres, qui leur procureront un revenu plus important. L'eau, c'est la même chose. À un moment donné, les petits propriétaires, comme certains syndicats agricoles le défendent, s'il y avait une unanimité dans le monde agricole, je veux dire, ça veut dire qu'il faut aller dans un sens unique. Or, aujourd'hui, la majorité est dans un syndicat qui prône quoi ? L'agriculture productiviste, exactement ce qu'on est en train de faire dans la forêt aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère la forêt comme on a géré l'agriculture dans les années 50-60. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas compris les erreurs qu'on a faites il y a 40 ans, quoi. Et donc après, ces propriétaires forestiers sont très dragués un petit peu par les coopératives.
qui fait des réunions habituelles, apéros, etc., avec les propriétaires pour expliquer un peu leur travail. Mais bien sûr, et c'est le but aussi de cette demande, de rabaisser le seuil des coupes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tous ces petits propriétaires, ils sortent des radars. Donc les coopératives et autres, ou les exploitants forestiers, peu importe, il y en a beaucoup aussi qui travaillent indépendamment des coopératives, ils vont prioritairement voir ces petits propriétaires où ils savent qu'ils peuvent couper sans avoir de contraintes particulières. Et quand ils ont mis la main sur un petit propriétaire qui a, on va dire, 1 hectare et demi, ils regardent le cadastre autour, ils arrivent à faire des unités de 4, 5, 6, 8, 10 hectares qui échappent au radar parce que c'est 4 ou 5 propriétaires différents. Chacun ayant moins de 4 hectares, on fait ce qu'on veut. Et donc, on va vers eux en priorité. Alors, c'est vrai que ce seuil, enfin, cette propriété morcelée en Dordogne, elle a des inconvénients en termes de gestion, parce qu'effectivement, gérer des petites unités, c'est pas facile, mais elles ont un avantage énorme pour les grosses coopératives qui peuvent après en faire ce qu'elles veulent. Donc voilà pour le milieu de la forêt en Dordogne, et pour une lettre ouverte à Madame la préfète Marie Aubert, nouvellement préfète, parce que donc, ça a changé l'année dernière, en 2024. Mais quelque chose à rajouter un peu sur la pile de son travail, entre autres, avec les autres situations. Ça c'est rapide, c'est un arrêté à signer. Ça se fait rapidement. Mais donc à discuter, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à commenter, à donner des retours sur cette situation, et notamment aux personnes qui ont été citées, parce que tu as cité le conseil départemental pour venir, l'Alliance Forêt-Bois. Moi j'ai mis tout le monde à discuter. Ça permet d'échanger les points de vue. Il ne faut pas hésiter à accepter le débat, généralement, parce que donc, si on croit avoir la vérité, il faut aussi la défendre. Oui, mais surtout qu'il y a une demande énorme. Moi, j'ai fait un café il n'y a pas longtemps, un café associatif à Comberan chez Peluche il n'y a pas très longtemps. Un tout petit café associatif où on m'a dit, vous savez, en venant, vous allez avoir 15, 20 personnes. La forêt attire tellement qu'il y avait 55 personnes et qu'à 10 heures, on était encore en train de discuter le soir, tellement que les gens sont avides de réponses et qu'ils ont des questions à poser et qu'aujourd'hui, manifestement, ils n'ont pas les réponses. Donc, on voit qu'il y a une demande de la part du public. Donc, débattre, c'est bien. L'appel est lancé. Et la lettre a été envoyée il y a une semaine. Il y a une grosse semaine, oui. La lettre a été envoyée le 25 juin 2025. C'est ça fait une grosse semaine, oui. Donc c'est encore frais, donc je pense qu'il va falloir encore attendre pour avoir une réponse. Et puis vous nous tiendrez au courant s'il y a un retour. Bien sûr. Eh bien merci. Merci à vous. Jean-Claude Noir, donc ancien forestier.